Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une première fiche de lecture où je vais vous parler du livre L'homme D de Luke Reinhardt. C'est un livre dont la première édition est parue en 1971. Pour cette toute première fiche de lecture, j'ai décidé de prendre le tout premier livre que j'ai lu par moi-même, c'est-à-dire qui n'avait pas été indiqué par l'école ou mes parents. Ce livre m'a été conseillé par le premier et le seul prof de français que j'ai vraiment apprécié au cours de ma scolarité, qui était mon prof de maths P, donc il y a plus de 12 ans, qui s'appelait Monsieur Pourquier, à Bordeaux. C'est un livre qu'il m'avait conseillé parce que j'avais tout particulièrement apprécié le thème de lecture de cette année-là en français. Et à la fin de l'année, j'avais plusieurs discussions après les cours avec lui, et il m'avait dit que c'est un livre qui pourrait potentiellement me plaire. Et c'est le premier livre pour lequel j'ai eu tellement de plaisir à le lire que je le lisais tous les soirs, et quand je suis arrivé à la fin, au bout d'un certain temps, je l'ai retourné et j'ai recommencé à le lire, et donc je l'ai lu 2 fois d'affilée tellement je ne pouvais pas m'empêcher de lire ce livre. C'est vraiment, je vous le conseille. Je sais déjà qu'après cette fiche de lecture, j'ai au moins 2 amis qui vont vouloir le lire parce que c'est un peu leur thème de réflexion en ce moment. Puisque qu'est-ce que c'est que l'homme D ? Ce livre est un roman en partie autobiographique, où le héros, et c'est vraiment le cas dans sa vie, est un psychologue de New York, et après plus d'une dizaine d'années avec sa femme, avec 2 enfants, il remet un peu en question toute sa vie, il se rend compte qu'il s'ennuie dans sa vie, et il va décider de jouer ses décisions au dé. En fait, ce qu'il va faire, c'est que toutes les choses qu'il trouve un peu trop folles dans la vie pour les réaliser, mais que en réalité il aurait souhaité faire, il va les mettre en option dans un dé qu'il va lancer. Par exemple, si c'est une option un peu folle, il va dire si le dé tombe sur le 6, donc une faible probabilité, eh bien je suis obligé de le faire. Donc ça va lui permettre de découvrir des nouvelles choses sur son lui et sur la vie, des nouvelles sensations, des nouveaux états de conscience. Et ce genre de décisions, il va les appeler des dé-cisions, puisque c'est des décisions dictées par le dé. Le premier soir où il crée le processus de décision, c'est un soir où il rêve de réaliser quelque chose. Je ne vous dis pas quoi, vous le découvrirez dans le bouquin, mais il n'a pas du tout le cran de le faire. Et il voit une carte qui se trouve loin de lui dans sa salle à manger, et il se dit, si c'est une certaine carte, je dois faire cette chose que j'aimerais faire, mais que mon moi normal se refuse parce que c'est quelque chose de trop fou. Il va retourner cette carte, et il se trouve que c'est la carte qu'il s'est dit que si c'était celle-là, il le ferait. Et donc là, il rentre dans un débat intérieur de fait que s'il ne le fait pas par manque de cran, ça veut dire qu'il se renie lui-même, il renie la décision, le choix qu'il a fait précédemment de le faire si c'était cette carte. Donc il commence à faire cela. Et après, ça va être un engrenage avec une suite de règles qu'il va inventer autour du dé. Et sa vie va devenir complètement déconstruite. Donc vous l'avez sûrement déjà compris, c'est un livre extrêmement drôle à lire, puisqu'on va tomber sur des scènes complètement absurdes. En plus, sa vision de la vie au début, de homme marié depuis plusieurs années, avec 2 enfants, une vie bien rangée, c'est une vision assez sombre de la vie, et il le décrit avec un cynisme absolument exceptionnel et hilarant. Mais au-delà du plaisir que vous aurez à lire son style d'écriture, en fait, ce roman soulève un grand nombre de questions philosophiques et psychologiques. Et il y a plusieurs thèmes de philosophie psychologique qu'il soulève. Tout d'abord, le thème général, je dirais, de la liberté. En effet, la décision par le dé, ça va être un problème du choix. Qu'est-ce que l'on considère quand on parle de choix? Qu'est-ce qu'on considère quand on parle d'engagement, quand on parle d'échec, de vérité? Donc, il va se poser tout un tas de questions autour du thème de la liberté. Et en lisant ce bouquin, vous poserez sûrement les mêmes questions. Ça vous pousse à un nouveau point de vue de réflexion sur ces thèmes-là.
Ensuite, toujours autour de ce thème de la liberté, il y a aussi le fait de qu'est-ce que c'est que le moi. Est-ce que nos choix que l'on considère libres sont vraiment libres, ou est-ce qu'ils sont construits par des modèles de ce qu'on croit de nous-mêmes, de ce qu'on croit normal, de ce que on croit de la société, de ce que l'on croit attendre de soi, attendre des autres. Donc ce livre à la fois va être drôle, mais va avoir plusieurs, soit des scènes, soit vraiment des phrases ou des questionnements sur ces thèmes de la psychologie et de la philosophie. Il va également revenir évidemment sur le thème de l'intensité de la vie. Est-ce qu'il vaut mieux, je me rappelle d'une citation que j'ai lue tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux vivre la vie à 100 à l'heure à vitesse constante, ou est-ce qu'il vaut mieux la vivre en oscillant entre 25 km/h et 150 km/h? Donc ça, c'est des questions sur l'intensité, et je sais que dans mes réflexions personnelles, je relie beaucoup ce thème au thème des phylocognitifs. Donc je reciterai sûrement ce bouquin lorsque je ferai des fiches de lecture sur les thèmes comme les phylocognitifs. Et ce livre, même si c'est l'un des tout premiers livres que j'ai apprécié, c'est un livre auquel je pense très régulièrement. Je sais que quand je l'avais lu, après j'ai passé plusieurs années à la suite de sa lecture, à avoir toujours un dé sur moi. Donc celui-ci il m'a été offert par une amie proche. Ça fait bientôt 8 ans que je l'ai, celui-là. Et à l'époque, donc, j'avais toujours un dé sur moi. Et j'aimais à rire en mettant des options sur ce dé que j'aurais pas faites parce que je les trouvais un peu folles ou j'aurais pas osé les faire. Mais une fois que le dé le disait, vous n'avez plus le choix, vous devez le faire. Sinon, ça serait vous renier vous-même. Ensuite, j'ai arrêté de l'utiliser pendant plusieurs années. Et récemment, j'ai repris l'utilisation du dé, mais dans une démarche à la fois plus philosophique, parce que j'ai d'autres lectures qui sont venues étoffer ces théories, des lectures plus théoriques. Donc par exemple, je vais vous lire un livre bientôt de Jan Kelevich qui s'appelle Le je ne sais quoi et le presque rien. Donc c'est un livre, celui que j'ai lu, c'est celui sur le thème de la liberté, qui est exceptionnel. Et en fait, je pense que je vais même faire un écrit où je fais une lecture croisée de plusieurs textes que je relis, dont Jan Kelevich et L'Homme D, où on verra justement ces thèmes-là, les choix, l'engagement, l'échec, la vérité, la liberté. Et même si ce n'est pas dit aussi clairement dans ce livre, en fait c'est une illustration appliquée, parfaite, de ces thèmes. Et donc maintenant, oui, récemment, avec ces lectures étoffées, j'ai repris mon dé pour des choses plus pratiques. Par exemple, je sais qu'il m'arrive des soirées où je ne sais pas si j'ai envie de travailler sur des vidéos de vulgarisation scientifique, des vidéos de fiches de lecture, ou commencer à écrire, ou faire autre chose. Et il peut m'arriver de passer 2 heures à prendre la décision de ce que je vais faire, et au bout de 2 heures, ma soirée est déjà quasiment filée. En fait, maintenant, je mets ces options sur le dé, je lance le dé, et je fais ce qu'il me dit de faire. Au moins, je me mets à 100% dans mes objectifs, et je trouve que c'est une méthode hyper efficace. Vu de l'extérieur, ça paraît un peu fou, mais une fois que vous avez lu L'Homme D, ça paraît tout à fait logique, voire drôle. Une dernière chose marrante autour de ce bouquin, c'est que je l'ai conseillé à 11 personnes, donc 6 hommes et 5 femmes. Sur les 6 hommes, il y en a 5 qui l'ont adoré à un point assez intense, qui ont tous un dé avec eux maintenant, et qui trouvent que ça pose des questions absolument exceptionnelles sur soi, et que ça donne une réponse assez à la fois drôle et intéressante philosophiquement. Par contre, les 5 femmes sans exception l'ont détesté, parce qu'à un moment il y a un chapitre où le dé l'amène à faire des choses assez extrêmes, et elles se sont arrêtées à ce chapitre qui peut heurter entre guillemets, il n'y a aucune description, c'est juste dans l'esprit, ça peut heurter, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien interdit aux moins de 18 ans, a priori. Mais en tout cas, je serais très curieux de continuer cette statistique et d'avoir vos retours pour les personnes qui l'ont lu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, je serais très curieux de savoir si c'est une statistique de hasard ou si c'est une statistique qui s'avère plutôt vraie, avec un chapitre qui heurte plus une forme de sensibilité féminine, alors que les hommes ne vont pas s'arrêter à ce chapitre, je sais pas. Voilà.
Maintenant, je vais vous présenter un grand nombre de citations que j'ai sélectionnées de ce livre, que j'ai particulièrement appréciées. Donc, ils vont être sur ces différents thèmes. Soit, ça va être, au début, vous allez voir, ça va être vraiment assez sombre sur la vie, mais extrêmement drôle, avec beaucoup de cynisme. Donc, il y a des citations, je vais vous les donner uniquement parce que je les trouve extrêmement drôles. Il y en a d'autres qui sont des réflexions assez profondes sur quel est le moi, qu'est-ce que ça veut dire la liberté, qu'est-ce que ça veut dire le choix, qu'est-ce que c'est les modèles imposés par la société. Et il y en a d'autres qui vont être plus pratiques sur comment il organise les règles qui sont autour du dé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre semi-autobiographique, c'est-à-dire qu'il a réellement utilisé le dé dans sa vie pour faire des décisions. Par contre, le dé va lui autoriser à avoir plusieurs moi. Vous allez voir à travers les citations, vous allez comprendre, ça va devenir plus clair. Et donc ces plusieurs mois sont amenés à potentiellement mentir. Donc il a accepté de sortir de la version uniquement autobiographique pour romancer certaines parties. Et personnellement, je sais que même si ce n'est pas 100% autobiographique et tout ce qui est écrit n'a pas été fait réellement, ça n'enlève en rien le message profond de ce bouquin. J'espère que ces citations vont vous donner envie de le lire. Donc dès le début, dès la seconde page, on attaque assez fort, puisqu'il critique beaucoup la psychothérapie. Bon, lui c'est un psychologue, c'était un psychologue reconnu à New York, mais il critique beaucoup Freud et l'objectif de la psychothérapie qu'il trouve correspondre plus à un objectif de rentrer dans le moule de la société, de s'accepter dans une société plutôt qu'accepter ses formes de folie. Et il fait également une sorte de psychanalyse de lui-même et de sa vie qu'il trouve vraiment ennuyeuse, de sa vie d'homme marié avec 2 enfants. Donc voici quelques citations dès la 2e page. Des îlots d'extase dans un océan d'ennui. Telle est la vie. Et passé l'âge de 30 ans, on a rarement terre en vue. Dans le meilleur des cas, on erre d'un banc de sable tout rongé au suivant, bientôt familiarisé avec le moindre grain de mica. Vous voyez, assez dark. À peine plus loin, je relus ce que disait Camus du suicide. Choix logique dans un monde absurde. Donc c'est grâce à cette citation que j'ai lu Camus, le mythe de Sisyphe, dont je ferai une fiche de lecture, et qui est absolument génial également. Ensuite, sur la psychanalyse, il explique à quoi elle faire en se référant à un de ses patients. Le faire passer d'une vie stagnante et tourmentée à une vie stagnante et complaisante. Sur cette citation, j'ai eu pas mal de discussions avec des amis psychologues qui étaient assez marrantes et intéressantes. Un peu plus loin. Le fardeau de mon moi m'apparaissait inévitable et éternel. Mes collègues et moi-même affirmions en marmonnant timidement autour de nos divans que mon problème était absolument normal. Je me haïssais et je haïssais le monde parce que je n'avais pas réussi à affronter et à accepter les limitations de mon moi et celles de la vie. En littérature, ce refus s'appelle romantisme, en psychologie, névrose. Un peu plus loin, une citation un peu plus longue. Je fus assommé et converti, comme seul peut l'être quelqu'un de complètement blasé. En voyant combien dépourvu de sens et maladif était l'énergie, la cupidité, l'appétit intellectuel de mes collègues, je sus, ce qui n'est pas courant, généraliser assez pour m'appliquer les mêmes constatations. Moi aussi j'avais des symptômes, je courais après des illusions. Le secret, courais-je apprendre, consistait à ne pas se faire de soucis, à accepter les limitations, les conflits et les ambiguïtés de la vie avec joie et satisfaction, à se laisser dériver sans effort dans le courant de l'élan vital. La vie n'avait donc point de sens ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Tes ambitions sont banales ? Poursuis-les quand même. La vie te paraît ennuyeuse ? Bye. Donc là, vous voyez tous les questionnements qu'il se pose avec un cynisme énorme. Moi, j'ai trouvé ça assez jouissif à lire puisque c'est vraiment le style d'écriture que j'aime lire. Sur Freud, Freud était un bien grand homme, mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que quelqu'un lui ait jamais efficacement flatté le pénis. Je ne sais pas pourquoi je repense souvent à cette citation qui me fait beaucoup rire. Notamment, je la ressors souvent dans mes discussions avec mes amis quand on parle de Freud. Donc un peu plus loin, là, on va voir sur tout le début du livre, c'est vraiment sur le fait que sa vie ne lui convient pas et qu'il s'ennuie.
Je me mis à penser et ma journée était fichue. Ce genre de phrases reviennent souvent dans certaines discussions que j'ai avec certains amis, où ils se disent que c'est bien plus facile de ne pas penser, parce que moi, ils ne se posent pas de questions sur tous leurs problèmes. Et c'est une phrase que je me suis souvent dite aussi. Je la redis. Je me mis à penser et ma journée était fichue. Génial. Il décrit la sensation de la vie en disant « C'est la sensation déprimante de gravir un escalier mécanique fonctionnant dans le sens de la descente. » Maintenant, voici un petit passage que je trouve hyper drôle. Donc, ça oscille vraiment entre des passages philosophiques et des passages simplement drôles. Je partageais mon bureau de la 57e rue avec le docteur Jacob Eckstein. Jeune, 33 ans, dynamique, 2 livres publiés. Intelligent, nous étions en général d'accord. Bien convenable, tout le monde l'aimait. Peu séduisant, personne n'était amoureux de lui. Anal, il joue à la bourse avec fébrilité. Oral, il fume à outrance. Non génital, il ne semble pas s'intéresser aux femmes. Et juif, il sait 2 mots d'argot yiddish. Notre secrétaire commune était une certaine Miss Reingold, Mary Jane Reingold, âgée, 36 ans. Peu dynamique, elle travaillait pour nous. Peu intelligente, elle préfère Eckstein. Bien convenable, tout le monde compatissait à son sort. Peu avenante, grande, osseuse, des lunettes, personne n'était amoureux d'elle. Anale, d'une propreté obsessionnelle. Orale, toujours en train de manger. Génitale, elle fait tout son possible. Et non juive, elle trouve très intellectuel d'employer 2 mots d'argot yiddish. Là, vous voyez, c'est vraiment drôle. Un peu plus loin, il reparle de sa secrétaire de façon très drôle. Donc il parle de Miss Reingold. Miss Reingold représentait sans aucun doute exactement le contraire de tout ce à quoi je pouvais aspirer sexuellement. Certes, elle n'était pas vieille, mais avait plutôt, à 36 ans, l'extraordinaire don d'en paraître 63. On ne pouvait pas se faire à l'idée qu'elle urinait. Je rougis encore d'écrire ces mots. En 1206 jours de travail chez Eckstein et moi, elle n'avait pas une seule fois, à notre connaissance, utilisé la toilette au bureau. Elle n'émettait pour toute odeur que celle envahissante du talc pour bébé. Je ne savais pas si elle était plate ou non. On ne spécule pas sur les mensurations de sa mère ou de sa grand-mère. Une petite phrase qui me fait beaucoup penser à plein de dictons que dit l'un de mes amis les plus proches, vraiment de ce style à chaque fois. Je me mettais à travailler de force avec l'enthousiasme d'un homme que la diarrhée envoie aux toilettes. Je ne sais pas pourquoi je pense souvent à cette phrase aussi. Ça me fait pas mal rire. Donc il décrit évidemment beaucoup dans son livre la relation qu'il a avec sa femme, qui s'appelle pour la suite Lille, pour Liliane. Et cette phrase m'avait fait beaucoup rire. Comment se fait-il que je puisse mener ma vie de calme désespoir avec un équilibre, une dignité et une grâce parfaite, tandis que la plupart des femmes que je connais tiennent à mener bruyamment leur vie de calme désespoir. Sur l'homme. Tu rêves, il n'y a pas d'utopie, il ne peut exister d'homme parfait. Notre vie à tous est une série limitée d'erreurs qui ont tendance à se figer, à se répéter et à devenir nécessaires. Le proverbe à usage personnel de l'homme de la rue est « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ». La tendance générale de la personnalité humaine est de se figer dans le cadavre. On ne change pas les cadavres. Les cadavres ne débordent pas d'enthousiasme. On les attiffe un peu et on les rend présentables. Cette citation, elle peut paraître un peu, déjà dark et un peu hors de propos, un peu. Mais en fait, si on la relie au thème des phylocognitifs, notamment au thème des phylocognitifs qui renient leur côté phylocognitif pour rentrer dans le moule de la société, ce genre de personnes, les spécialistes les appellent des zombies, c'est-à-dire c'est des gens qui refusent leur intensité pour rentrer dans le moule. Donc quand je lis ce genre de phrase, c'est vraiment ce que je vois directement, c'est le thème des phylocognitifs qui refusent leur intensité pour être plus facilement acceptés dans la société, alors que l'intensité est une chose où ils se sentent vraiment vivre quand ils la vivent. Et donc ce thème des zombies, lui, il les appelle plus comme des cadavres. La tendance générale de la personnalité humaine est de se figer dans le cadavre. Les cadavres ne débordent pas d'enthousiasme. C'est ça, les phylocognitifs sont
intense, donc déborde d'enthousiasme. Une chaîne YouTube qui est absolument géniale sur ce thème, c'est une psy à la maison. Elle parle beaucoup des HP ou des phylocognitifs. Notamment, je vais vous mettre en lien sous ma vidéo, une vidéo où elle parle des zombies. Donc super intéressant. Et quand vous regarderez cette vidéo, pensez à cette phrase. Donc là, un de ses collègues critique le fait qu'il veuille jouer sa vie au dé, en lui disant « C'est la façon dont un homme choisit de se limiter qui détermine son personnage. Un homme sans habitude, sans cohérence, qui ne se répète pas, donc ne s'ennuie pas, n'est pas humain. Il est fou. Et accepter d'être vaincu, d'être limité, c'est cela la santé mentale ?» interrogeai-je. Ça, je sais que cette citation va plaire à pas mal de mes amis. Une citation assez profonde qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est « L'expérience m'a appris à chercher le défaut de rôle causal de toute cause patente. » J'ai pas envie de épiloguer sur cette citation, mais je la trouve géniale. Ensuite, une de ses patientes, qui est particulièrement dépressive, disons, déclare « Le monde est fondé sur le principe que tous les êtres humains doivent bouffer de la merde, que le goût leur plaise ou pas. » Et un peu plus loin, « Les grands esprits se rencontrent. C'est aux cons d'apprécier les cons, aux moutons d'apprécier les moutons. » Je pense que c'est une phrase qui plaira à beaucoup de gens. Un peu plus loin, le dé, ce jour-là, lui a dit de dire uniquement la vérité. Donc en tant que psychologue, parfois il vaut mieux ne pas dire la vérité et garder ses pensées pour soi. Mais là, comme le dé lui a dit, il le fait et donc il va complètement clasher sa patiente de façon absolument exceptionnelle et très drôle. D'abord, je crois que nous ferions mieux de reconnaître que vous êtes exceptionnellement vaniteuse. En deuxième lieu, que vous avez peut-être beaucoup moins à offrir sexuellement que d'autres femmes, car vous êtes maigre et vous n'avez à en juger seulement par les apparences superficielles qu'une poitrine rikiki exigeant des soutiens-gorge rembourrés. Elle eut un sourire de mépris. Et vous précipitez probablement votre partenaire mâle vers le paroxysme avant qu'il ait eu le temps de finir de déboutonner sa braguette. Troisièmement, que sur le plan intellectuel, vous êtes extrêmement limité tant en profondeur que par le champ de vos lectures et de votre intelligence. En résumé, que vous êtes, par rapport à la moyenne des êtres humains, médiocre à tous égards, sauf par le volume de votre fortune, le nombre d'hommes avec qui vous avez couché et qui vous ont proposé le mariage, et le reflet de la généreuse ouverture de vos jambes et de votre portefeuille, non pas de votre personnalité. À réfléchir. Alors là, particulièrement intéressant sur ce que lui apporte le dé comme réflexion et comme nouvelle perspective de la vie. J'allais à des concerts, à des parties de baseball, dans des causeries, à des occupations d'usine. Je prenais comme option toutes sortes de choses que je n'avais jamais faites et n'importe lesquelles. Et les dés me projetaient d'une à l'autre et me permettaient rarement de rester le même homme 2 jours de suite. Ces nouveaux endroits et ces nouveaux rôles m'obligeaient à garder une conscience aiguë de la façon dont autrui réagissait en face de moi. Quand un homme est lui-même, qu'il se laisse aller à sa nature profonde, qu'il porte ses masques appropriés et naturels, qu'il est intégré à son cadre, il est normalement inconscient des subtilités de la conduite d'autrui. Ce n'est que lorsque autrui rompt avec son modèle conventionnel que la prise de conscience se trouve stimulée. Cependant, ma rupture avec mes façons d'être établies constitue une menace pour mes moi profondément enracinés et m'aiguillonner à un niveau de conscience inhabituel. Car la tendance générale du comportement humain est de trouver un entourage propre au relâchement de la conscience. En me créant des problèmes, je crée de la pensée. Cette fin est particulièrement intéressante. En me créant des problèmes, je crée de la pensée. Donc sur la répétition des modèles parentaux. Les modèles que se constitue l'enfant sont une prostitution aux modèles parentaux. Ce sont les adultes qui les régissent. Ce sont eux qui discernent les récompenses aux enfants qui s'y conforment. Tout est affaire de modèles, et ça se termine par le malheur de tous. Ici, une citation que j'apprécie particulièrement sur l'échec. Il m'a paru que la notion d'échec avait 2 acceptions tout à fait différentes.
L'esprit sait quand il est bloqué et quand il trouve une solution. Un enfant qui essaie de parcourir un labyrinthe sait quand il échoue ou quand il est en train de réussir. Nul adulte n'a besoin de lui dire. Un enfant qui construit une maison avec des cubes sait quand l'effondrement de la maison a le sens d'un échec, il voulait la faire plus haute, et quand il est un succès, il voulait qu'elle tombe. Succès et échec traduisent simplement la satisfaction ou la frustration d'un désir. Ce sont des choses réelles et importantes. La société n'a pas besoin de récompenser ni de punir l'enfant pour lui faire préférer le succès à l'échec. Le deuxième sens de l'échec n'est pas moins simple. Il s'agit d'avoir déplu à un adulte. Car seule la réussite déplaît aux adultes. L'argent, la gloire, gagner une partie de baseball, avoir l'air joli, être bien maquillé, avoir une voiture, avoir une maison, autant de types de succès qui consistent essentiellement à satisfaire le monde adulte. Il n'y a rien d'intrinsèque à l'âme humaine dans la crainte de l'échec. Il était difficile de devenir homme D car cela impliquait un risque continuel d'échec aux yeux du monde adulte. En tant qu'homme D, j'échouais sans cesse. J'étais rejeté par Liliane, par les enfants, par mes chers collègues, par mes malades, par les étrangers, en somme par l'image de valeur sociale que 30 ans de vie en société avaient gravée en moi. Au deuxième sens de l'échec, j'échouais, je souffrais continuellement. Mais au premier sens, je n'échouais jamais. Chaque fois que je suivais les ordres du dé, je bâtissais une maison avec succès, ou bien je l'abattais exprès. J'étais toujours en train de trouver le bon parcours de mes labyrinthes. J'ouvrais continuellement mon moi à de nouveaux problèmes et j'avais plaisir à les résoudre. En nous transformant d'enfants en hommes, nous nous enfermons dans les modèles pour éviter d'affronter de nouveaux problèmes et de risquer l'échec. Au bout d'un certain temps, les hommes s'ennuient parce qu'ils n'ont plus de nouveaux problèmes. Telle est la vie que nous vivons dans la crainte de l'échec. Donc ça, cette citation, je la trouve particulièrement précise sur la crainte de l'échec et comment vivent beaucoup de gens autour de nous. Et même si c'est très difficile à surmonter, sûrement moi également, très souvent. En tout cas, je sais que cette citation fera particulièrement écho chez l'un de mes amis proches en ce moment. Chapitre 23. Donc là, comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai entouré tout ce chapitre qui est absolument hilarant. Je pense que c'est le premier livre qui m'a fait exploser de rire alors que j'étais tout seul dans mon lit à 3h du matin. Vraiment hilarant. En gros, il a décidé de faire tout de façon... Enfin, le dé lui a dit de faire tout de façon inhabituelle. Donc, tout ce qu'il ferait normalement par habitude, il doit faire autre chose et trouver autre chose. Et donc, il décrit une journée complète comme celle-là. Et je vais vous lire uniquement un petit passage. C'est un chapitre assez long, mais qui est hilarant du début à la fin. Génial. Donc, au tout début, à chaque instant, je m'efforçais de modifier mes types de comportements habituels. Ce qui signifia d'abord qu'au lieu de plotter Liliane à l'aube, je dus me retourner face au mur. Après l'avoir contemplé quelques minutes, j'allais m'assoupir quand je me rendis compte que je ne me levais jamais à l'aube. Je sortis donc du lit avec effort et rancune. J'avais les pieds dans mes pantoufles et me dirigeais pesamment vers la salle de bain lorsque je me rendis compte que j'étais prisonnier de l'habitude. Je me débarrassai de mes pantoufles et me dirigeai d'un pas pesant, puis au trot vers le séjour. Pourtant, j'avais encore envie d'uriner. Je le fis triomphalement sur un bouquet de glaïeuls artificiels. Quelques minutes après, je me réveillai, toujours debout et sans avoir bougé de place. Conscient d'avoir encore sur la figure une fierté idiote. Un examen de conscience attentif me révéla que ce n'était pas chez moi une habitude que de m'endormir debout après avoir uriné dans le séjour, de sorte que je me laissais aller à nouveau à l'assoupissement. Bref, vous voyez une scène qui est très drôle et la suite est encore plus drôle. Il y a une scène avec sa femme hilarante, puis avec sa secrétaire et avec même son collègue. Ce chapitre-là est un petit bijou. Vous pouvez même aller en librairie, trouver le bouquin, lisez uniquement le chapitre 23. Vous ne repartirez pas de la librairie sans avoir acheté le bouquin, je vous le garantis.
une citation intéressante sur le fait que tout le monde a envie de se créer de l'adrénaline et de l'intensité, mais que c'est assez artificiel. Ce qui fait que tout le monde voyage. On part pour Fort Lauderdale, le Vietnam, le Maroc, ou bien on divorce, on a une liaison, on essaie un nouveau boulot, un nouvel endroit. Les modèles, oh brisons ces chaînes et cet ancien moi que nous traînons derrière nous, qui emprisonne toute notre expérience dans un solide carcan. Je tentais de faire en sorte qu'un seul désir, celui de tuer mon ancien moi et d'apprendre quelque chose de nouveau sur la nature humaine, domina la grande majorité de mes autres désirs. Ensuite, vers à peu près la moitié du bouquin, le dé lui dit qu'il faut qu'il fasse connaître l'homme dé, c'est-à-dire celui qui prend ses décisions par le dé, celui qui est déconstruit, à d'autres personnes. Et il se demande, par exemple, comment pourrait-on faire d'une vierge une nymphomane? Donc des choses comme ça. Donc son objectif, c'est de faire connaître sa révélation pour une vie nouvelle aux autres. Et donc il l'envisage à travers des thérapies, puisque c'est un psychologue. Et il dit, pour changer l'homme, ce qu'il faut changer, c'est l'environnement qui lui fournit les critères d'après lesquels il se juge. Ça, c'est intéressant. Je vais répéter. Pour changer l'homme, ce qu'il faut changer, c'est l'environnement qui lui fournit les critères d'après lesquels il se juge. Un homme se définit par son public. Les gens, les institutions, les auteurs, les magazines, les héros de cinéma et les philosophes par qui il s'imagine applaudi ou censuré. Les principaux désordres psychologiques, les crises d'identité se produisent lorsqu'un individu commence à changer de public pour lequel il joue, quand il passe de ses parents à ses contemporains. Dans des sociétés stables, intégrées, cohérentes, l'étroitesse de la personnalité avait une valeur. On pouvait se réaliser avec un seul moi. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, dans une société multivalente. Seule une personnalité multiple peut faire l'affaire. Nous avons chacun une centaine de moi potentiels réprimés. Nous avons beau fouler de toute force le sentier étroit de notre personnalité, nous ne parvenons jamais à oublier que notre profond désir est d'être multiple, de jouer de nombreux rôles différents. Et dans le même thème, toute société est fondée sur le mensonge. Celle d'aujourd'hui est fondée sur des mensonges contradictoires. L'homme qui vivait dans une société simple et stable, à mensonge unique, digérait le système de mensonges unique en un moi unifié, et le dégoisait le restant de sa vie sans être contredit par ses amis ou des voisins, sans se rendre compte que 98% de ses croyances étaient des illusions, que la plupart de ses valeurs étaient artificielles et arbitraires, et que la plupart des désirs avaient des visées comiquement erronées. L'homme de notre société multimenteuse absorbe une multitude de mensonges contradictoires. Ses amis, ses voisins lui rappellent quotidiennement que ses croyances ne sont pas universellement partagées, que ses valeurs lui sont personnelles, qu'elles sont aléatoires, que ses désirs sont souvent mal dirigés. Il faut se rendre compte qu'une méthode sûre et économique pour rendre un homme fou est de lui demander d'être honnête et sincère avec lui-même, alors que ces moi contradictoires offrent des réponses multiples et contradictoires à la plupart des questions qu'il se pose. Si on veut au contraire le libérer de son éternel conflit, il faut l'inciter au laisser-aller, au mensonge, à l'action directe, au faire-semblant. Il faut lui donner les moyens d'en devenir capable. Il faut qu'il devienne homme D. Bon, j'aime moins la fin de cette citation, mais le début, c'est très intéressant. C'est pour dire que quand, par exemple, dans une société qui est régie par la religion, tout le monde pense la même chose, il n'y a aucune contradiction, et donc, même si 98% de ce qu'on pense est un mensonge, on se sent bien avec cela. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, a le droit de voter à gauche, a le droit de voter à droite, a le droit de croire en Dieu, a le droit de ne pas croire en Dieu. Et c'est très difficile d'être unifié dans une société où il y a beaucoup de signaux contradictoires. Moi, c'est ce que je comprends en tout cas. Pour la personnalité normale, rationnelle, l'idée de libérer le violateur, le meurtrier, le bouffon en nous paraît dingue. De même que l'idée de libérer l'être pacifique paraît dingue aux yeux de la personnalité de meurtrier. Mais aujourd'hui, la personnalité normale n'approfondit que la frustration, l'ennui et le désespoir. Et la déthérapie est la seule théorie qui propose de tout faire sauter.
Les conséquences sociales d'une nation de décitoyens sont par définition imprévisibles. Les conséquences sociales d'une population de personnalités normales sont-elles évidentes? Malheur, conflit, violence, guerre et manque de joie universelle. Plus on essaye d'être honnête et authentique, et plus on est bloqué et inhibé. À la question « Mais quels sont vos vrais sentiments ?» on devrait toujours répondre par motus et bouche cousue. Mais celui qui par hasard demanderait « Dites-moi en toute fantaisie et en toute imagination ce que vous pensez de moi » serait libre de cet appel névrotique à l'unité et à la vérité. Il pourrait exprimer n'importe lequel de ces moi conflictuels, un à la fois bien sûr. Il serait à même de jouer chaque rôle à fond. Il ferait corps avec sa schizophrénie. Ça, psychologiquement, c'est assez intéressant comme idée. Ah oui, une autre de ses patientes dit « Tout le monde est en train de faire ce qui paraît naturellement bon. Comment se fait-il donc que tout le monde soit malheureux ?» Enfin, une dernière citation qui est le chapitre 82, qui est, je dirais, une citation d'ouverture. Les maîtres des dés enseignent les jeunes comme les adultes. Or, il était une fois 2 maîtres qui avaient tous deux un enfant prodige. L'un d'eux allait tous les matins chercher du chewing-gum à l'épicerie, rencontrait souvent l'autre en allant au même endroit. « Où vas-tu » demanda un jour le premier. « Je vais partout où mes dés me disent d'aller » répondit l'autre. Cette réponse arrêta aussitôt le premier enfant, qui revint demander à son maître de dés. « Demain matin, lui dit-il, quand tu rencontreras ce tartempion, tu n'as qu'à lui poser la même question. Il te fera la même réponse. Alors tu lui demanderas « Et si tu n'avais pas de dés, où irais-tu » et ça lui bouclera. Les enfants se rencontrèrent de nouveau le lendemain matin. « Où vas-tu » demanda le premier. « Je vais où le vent me pousse » répondit l'autre. Cette réplique arrêta aussi le petit garçon, qui s'empressa d'aller trouver son maître de dés. « Demain, tu n'as qu'à lui demander où il va quand il n'y a pas de vent. Ça lui bouclera. » Le lendemain, les 2 enfants se rencontrèrent encore. « Où vas-tu » demanda le premier. « Je vais acheter du chewing-gum à l'épicerie » répondit l'autre. Cette dernière citation, je trouve qu'elle montre assez la variété de la vie et la variété qu'offre la philosophie du dé. Alors après, ce n'est pas une philosophie que je conseille forcément, mais c'est un point de vue que je trouve plutôt intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première fiche de lecture sur l'homme dé de Luc Reinhardt. J'espère que vous avez apprécié les citations que j'ai sélectionnées pour vous et que toute cette fiche de lecture vous aura donné envie de lire ce bouquin. Je vous le conseille vivement. Si la déphilosophie n'est pas forcément une philosophie que je conseille de vivre, moi je le fais vraiment de façon très raisonnée. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne un nouveau point de vue et des nouvelles perspectives sur plein de choses dans la vie. Donc je vous conseille, quoi qu'il arrive, d'y réfléchir, même si vous ne voulez pas l'appliquer, même si vous trouvez que c'est une idée complètement con. Pensez à ce nouveau point de vue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos à sortir, et je vous dis à très bientôt.